mon nom est Mélissa, je suis libraire jeunesse pour la librairie Monet et aujourd'hui je vais vous présenter les fictions secondaires pour le mois de février qui sont sur les thèmes de l'environnement, de la masculinité toxique et des relations père-fils. Il y en a plusieurs thèmes qui se ressemblent. Donc le premier, on a Accord perdu. J'essaierai pas de prononcer son nom de famille, j'y arriverai pas. Dans ce livre-là, on va parler d'un jeune homme, Sacha, qui est adolescent. Et pour ce qu'on comprend, dans le fond, son père est un survivaliste. Donc, vous en avez probablement entendu parler dans l'actualité, mais on comprend qu'il y a différentes sortes. Donc, le père de Sacha est du type de survivaliste où c'est pas de faire des pots maçons et de se préparer éventuellement à l'apocalypse. Il va plutôt expliquer à Sacha comment survivre et on parle plutôt des comportements. Donc, lui apprendre comment se battre, notamment, et vraiment en très bas âge. Ça va être également pour Sacha l'apprentissage de vivre dans les conditions assez extrêmes, de ne pas avoir de pitié, de pouvoir être capable de voler. Donc on sent que c'est quand même un peu lourd autour de ce garçon-là. Il y a clairement de la négligence et de l'abus parental dans cette situation-là. Sacha n'a plus de mère non plus. Ceci dit, ce qui est intéressant, c'est qu'à un point de l'histoire, Sacha va être accusé d'avoir fait de la contrefaçon avec les masques, donc de vendre des masques qui ont été volés, va se retrouver en prison et éventuellement va s'échapper en passant par une ambulance et va se retrouver livré à lui-même dans la forêt. La particularité de son cas, c'est qu'il va devoir apprendre à faire confiance à une jeune fille qui s'appelle Océane, qui va croiser sa route. C'est pas quelque chose qu'il a appris à faire. Les comportements prosociaux, c'est clairement pas dans les choses que son père lui a apprises, mais dans la situation où il va se retrouver, il n'y aura pas vraiment le choix. Donc, d'un point de vue de psychologie, c'est vraiment très intéressant. On a un jeune homme qui, clairement, il y a un paquet de choses qui a manqué à sa vie. Son père est extrêmement dur. C'est aussi un peu troublant de voir que les autres autour de lui n'ont pas cherché à l'aider, malgré pourtant des comportements assez évidents de maltraitance et de négligence. Ça demeure un très très bon roman, je ne l'ai pas encore tout à fait terminé, mais ça se lit tout seul, il y a alternance entre le passé et le futur, c'est vraiment chouette. Océane est un beau personnage qui a elle-même ses propres enjeux, notamment la grossophobie. Ça se lit vraiment tout seul, c'est vraiment très chouette, donc je vous invite à regarder ça. Ensuite, on a Mental, qui a été écrit par Victor Lockwood. Victor Lockwood est le réalisateur, le script d'une série française qui existe pour de vrai, qui porte le même nom, qui s'appelle Mental. Dans cette série-là, on a 4 jeunes qui sont dans un centre de pédopsychiatrie et qui ont chacun leurs enjeux de santé mentale différents. C'est une belle petite série. Après avoir lu le roman, j'ai été voir la véritable série pour voir les personnages. C'est vraiment très bien fait, c'est très doux. Donc ici, on est dans ce qu'on appelle un prequel, donc on est en amont dans le fond de l'histoire. On est avec le personnage de Simon, Bellem, qui est ici sur la page couverture. Simon, son enjeu, c'est le trouble de personnalité dit limite ou borderline. Donc moi, je les appelle gentiment les tout blancs, tout noirs. Donc c'est des gens qui naviguent entre deux extrêmes d'état émotif. Donc ils aiment, ils détestent. C'est un trouble de personnalité qui peut être rapidement envahissant et extrêmement éreintant d'un point de vue émotionnel. Mais on ne nous le dit pas d'emblée. Donc c'est quelque chose qu'on va voir vraiment à la fin. Donc si vous n'avez pas vu la série, c'est pas important. Et en même temps, ça vous donne justement un peu le punch final. J'ai été étonnée de voir à quel point c'était bien écrit. Je m'attendais peut-être pas vraiment à ça. On a beaucoup de séries qui ont été traduites en romans par la suite. Et c'est assez boiteux. Mais celui-là, je le trouve vraiment bien bâti. On a une alternance de formes. Parfois, on est vraiment dans un conduit chronologique, bien expliqué, aux îles. Et parfois, on est dans la tête de Simon et on le voit que c'est vraiment chaotique. Les morceaux reviennent, il fait des retours dans le passé. Il nous parle un peu en prose. Donc, on a vraiment, même dans la forme, on sent le trouble borderline aussi. Simon a aussi ses propres enjeux de famille. C'est un enfant qui n'a pas vraiment de ressemblance avec ses parents et ça va vraiment beaucoup le narguer. D'autant plus que son père a beaucoup d'attentes contre lui. Là, on parle clairement de masculinité toxique. Un garçon c'est viril, un garçon ça fait du sport. Dans les Bellem, on est des scientifiques où on est, je me rappelle plus, c'était scientifique et... Bon, je m'en rappelle pas. Mais clairement, il n'y a pas de place pour les artistes et Simon, c'est vraiment un garçon de lettres qui adore les classiques. Il y a d'ailleurs une professeure de français qui a tout vu son potentiel en classe. Donc c'est vraiment chouette de le voir. Et un jour, on a un élément déclencheur important. Simon découvre qu'en fait, c'est un enfant qui est adopté. Donc toute son angoisse affective remonte encore plus. Et c'est un peu le début de la fin, pardonnez-moi l'expression. Disons que ça induit une spirale et c'est sans fin.
ses émotions sont de plus en plus exacerbées. Il y a une certaine forme de paranoïa aussi autour de ses parents qui se développe. Mais en parallèle de quoi, il va avoir un amour qui est clairement grandiose auprès de son professeur de français. Donc, on navigue toujours en deux étapes. C'est très intéressant. Petite note pour vous, parce que je l'ai vu aussi sur Babelio quand j'ai fait mes recherches. On a quelqu'un qui avait expliqué être TPL elle-même et qui nous avait dit se reconnaître là-dedans. Donc, une certaine forme de... Je me dis que quelqu'un qui l'est lui-même a quand même un peu plus à nous dire. Donc, ça donne une certaine crédibilité. Donc, et on n'a pas beaucoup de romans sur la santé mentale, pour être tout à fait franche. Donc, je suis vraiment contente qu'on l'ait aujourd'hui. Je vous invite à regarder ça de plus près. Il y en a même un autre sur le personnage de Mélodie qui fait partie de la série aussi. Donc, je vous invite à regarder ça. Pour ceux qui nous connaissent, on a présenté déjà quelques livres de cette collection-là. C'est la collection de Cours Toujours aux éditions Nathan. Donc, pour ceux qui la connaissent pas, je vous invite à aller la regarder. C'est vraiment une belle petite collection de petits romans d'à peine 50 pages. Vous l'avez dans les trois formats, donc le format papier, le format audio et le format numérique, qui sont tous fournis en même temps que le livre. Ici, on a Miette, ou Humour décalé, de Stéphane Servant, qui est le petit dernier en date. Et c'est personnellement mon préféré, je l'ai vraiment beaucoup aimé. On a un stand-up comique. Donc on commence au début, on est avec un personnage qui n'a pas de nom, qui va pas vraiment s'introduire, qui va nous dire qu'il va faire un spectacle d'humour. Et au début, on le sent, c'est un peu, bon, c'est de l'humour beaucoup sur les stéréotypes. Il nous dit, moi je suis pas vraiment un garçon, dans la mesure où j'ai pas l'impression qu'on me prend au sérieux comme garçon parce que je suis pas viril, je suis pas musclé, j'ai des bras en prédile. Donc il nous sert un peu d'humour ironique sur son physique. Et progressivement, il va nous amener sur d'autres thèmes. C'est vraiment très très bien ficelé. Et il va nous arriver à la fin avec un drame qu'il a personnellement vécu avec une jeune femme. Et là, on parle carrément d'agression dans un sens. C'est pas un viol, mais c'est pas très loin. Qui ont été commis par des hommes, des jeunes hommes de leur âge. Donc la raison pour laquelle il a parti à partir des stéréotypes, c'était pour nous amener progressivement sur le fait que sociétalement, on accepte certains comportements de la part de nos garçons, précisément parce que ce sont des garçons, et que ça donne ce genre de comportement-là. Il y a des jeunes hommes qui se croient au-dessus des autres, qui peuvent devenir intimidateurs ou qui peuvent se permettre de moquer. Donc, il y a plein de beaux thèmes dedans. Ça se lit tout seul, c'est vraiment bien monté. C'est vraiment très beau. Donc, des thèmes qui sont vraiment très percutants. En 50 pages, c'est quand même un tour de force d'arriver à le faire avec si peu de mots. Et c'est beau de voir qu'à la fin, dans le fond, on est tous concernés par les sujets qui sont dans ce petit livre-là. Donc, c'est ça. Je vous invite à le regarder. C'est vraiment très beau. On va rester un peu dans le même registre, mais quand même avec Darius le Grand ne va pas bien, qui a été écrit par Adib Khorram. On est avec le personnage de Darius, donc qui a le nom d'un empereur assez connu, qui s'appelle en fait Dariush en Iran. On a un personnage il est américain, il a à peu près 16 ans. Darius vit un peu la même chose que Simon a vécu dans Mental, c'est-à-dire qu'il vit un peu d'intimidation parce qu'il est différent. Cette différence-là se manifeste notamment par le fait qu'il a l'air un peu plus féminin. Passez-moi l'expression, évidemment, il l'est pas. Il adore le thé, c'est quelqu'un qui aime beaucoup Star Trek avec son père. Il y a une relation aussi un peu conflictuelle avec son père, il appelle d'ailleurs le Übermensch, l'homme idéal selon les nazis, un peu à la blague. En fait, ce qui est malheureux de voir, c'est que Darius a hérité d'un trait de son père qui est la dépression chronique. Donc, il est sur médication. Et malgré ça, c'est pas quelque chose qui va le rapprocher de son père au début. Il se fait souvent traiter de gay. L'ironie, c'est qu'il l'est pour de vrai. Vous le verrez pas dans le livre, c'est pas spécifiquement dit. Il y a des indices qui vont nous mener un peu à cette théorie-là à la fin et qui va être confirmée par le tome 2 où il y a effectivement, il est en couple avec un garçon. Donc, il y a plein de thèmes autour de Darius qui sont intéressants, mais là où ça devient vraiment le fun, c'est qu'on arrive en Iran. La famille va aller voir les grands-parents de Darius. Le grand-père a une tumeur au cerveau. Il ne va pas en avoir pour longtemps et pour cette raison-là, toute la famille va aller rencontrer le versant iranien de la famille, donc le versant perse. Darius ne parle pas le perse, sa petite sœur le fait par contre. Mais ça va quand même être le théâtre d'une belle rencontre. On va en apprendre beaucoup sur la culture de l'Iran, la nourriture, les festivités, les différents groupes religieux aussi, qui s'entendent pas toujours très bien. Il va avoir une très belle relation avec sa grand-mère. Il va essayer de prendre contact avec son grand-père. C'est pas toujours simple, surtout avec la barrière de la langue. Et il va rencontrer un personnage qui est vraiment très important, qui s'appelle Sorad. Et Sorad, dans le fond, va devenir un peu son meilleur ami.
C'est pas toujours simple, mais c'est beau de les voir aller. Ils développent quelque chose. Darius va se découvrir des compétences en soccer. Fait que c'est vraiment lumineux. Je sais que les thèmes au début, je vous en parlais, ça semblait un peu glauque, mais non, c'est vraiment très beau, c'est bien monté. Darius va finalement pouvoir en parler avec son père, se rapprocher. C'est souvent une question de communication au final. Et j'ai très peu de romans avec des personnages qui sont du Moyen-Orient ou partiellement du Moyen-Orient, donc c'était vraiment chouette d'avoir enfin un garçon de ce pays-là. Donc vraiment, très très beau livre. Donc je vous ai gardé le petit dernier parce que tous les autres avaient à peu près les mêmes thèmes. Donc celui-là, on sort vraiment de nos garçons. On arrive en fait avec une thématique environnementale. Donc je vous présente un peu la collection, ça vaut la peine. Donc la collection On est prêt, qui est juste ici. C'est une collection qui a été initiée par Glénat. Il y en a 5 pour le moment. Et leur mandat, si vous voulez, c'est de faire des histoires où on va pouvoir aborder les enjeux climatiques ou les enjeux environnementaux. C'est sûr que comme on est en France, on va tourner autour des enjeux de ce pays-là en même temps. Donc ici, on va parler avec Louis Etu, on va parler des grands prédateurs. À une époque, on chassait les grands prédateurs, les loups, les grizzlies, les lynx, parce qu'ils étaient dangereux et aussi parce qu'il y avait l'aspect de la fourrure et tout ça. On a failli exterminer l'espèce, mais les loups ont repris des droits, ils sont venus du nord de l'Italie, et ils ont repris leurs droits un peu sur la nature, mais c'est une population qui est encore très vulnérable, très fragile. En France, il n'y a pas de loi pour protéger les prédateurs comme certains pays, notamment l'Allemagne. Donc, il y a encore beaucoup de braconnage et c'est terrible parce que l'espèce, elle est réellement menacée. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce roman-là? On va aborder les éco-villages, en fait, qui, eux, ont des mandats particuliers. Ils veulent vivre en harmonie avec la nature, mais c'est pas toujours simple, surtout dans le cas des prédateurs qui s'attaquent aux troupeaux. Mais comme on va le voir avec l'histoire de Clara, il y a des choses qui sont préconçues un peu autour des prédateurs, notamment le fait que les loups attaquent les troupeaux. En fait, c'est pas vrai. C'est seulement les loups isolés qui le font parce qu'ils n'ont plus de meute, mais les meutes de loups n'attaquent pas les troupeaux et en fait, ils s'en prennent au gibier. Et c'est comme ça qu'il y aurait une certaine régularisation des populations. Donc on va tout apprendre ça avec Clara, qui est notre jeune fille. Elle a 18 ans, s'entend pas du tout avec son beau-père, qui est quelqu'un d'un peu raciste, un peu sexiste. Les idéaux sont vraiment pas faciles à consolider, à concilier. Donc elle va aller vivre avec son père, qui est dans un de ces éco-villages-là qui s'appelle Saint-Lunaire. Le problème, c'est qu'à Saint-Lunaire, actuellement, il y a une meute qui rôde autour, et là, on est dans un dilemme. On veut protéger la nature, mais en même temps, on veut protéger nos troupeaux. Donc, il y a 2 clans dans le village, c'est pas facile à suivre. On suit également 2 jumeaux, on a Mika et Harry. Donc, il y en a un d'un côté, il y en a un de l'autre, donc on s'imagine que c'est pas facile quand on est une fratrie de jumeaux avec une disparité d'opinion, mais éventuellement, ils vont mettre de côté leurs différends et s'allier avec Clara pour trouver une solution, parce que Clara va avoir trouvé, en fait, un des membres de cette meute-là, qu'elle va appeler Dreamer, et Dreamer est un loup qui est blessé et qui a été trouvé refuge auprès d'elle. Donc cette partie-là est peut-être un petit peu fantastique, l'idée que les rêves de Clara et du loup sont ramifiés, peut-être un peu, mais n'empêche que dans la vraie vie, c'est vrai que parfois il y a des liens d'amitié qui se créent entre les humains et les animaux, et c'est quand même tout à fait plausible. Donc un roman qui est assez court, 150 pages seulement, mais qui nous amène sur des thèmes qu'on n'a jamais vraiment vus, ça s'écrit très bien, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment très aéré comme texte. Donc moi, ça me donne même envie d'aller voir les autres membres de la collection, donc je vous invite à faire de même. Donc ça conclut pour moi la présentation pour les fictions du secondaire pour le mois de février. Je vous souhaite une très belle année et on va se revoir le mois prochain.